Bonsoir à tous, il est 18 h, lundi 7 décembre. Merci de nous rejoindre pour le journal dans l'actualité ce soir. Une surprise et des orientations de plus en plus floues. Publié ce week-end, le décret relatif à la fermeture des remontées mécaniques en a étonné plus d'un. Il autorise leur accès aux skieurs professionnels, au personnel, mais aussi aux mineurs des clubs. Nous irons du côté du Grand Bornand dans quelques secondes. C'est l'un des gestes barrières préconisés dans la lutte contre le Covid. L'aération, le renouvellement de l'air à Thonon. Des purificateurs d'air sont en cours d'installation dans les collèges et lycées. Exemple au lycée hôtelier dans ce journal. Les skieurs mineurs licenciés en club bénéficient donc depuis ce samedi d'une dérogation pour accéder aux remontées mécaniques. C'est aussi le cas des skieurs professionnels et du personnel. Une décision qui questionne au sein des stations. Au cœur des Aravis, le ski club préfère miser sur une autre stratégie en attendant les détails du gouvernement. Le Grand Bornand comme Annecy ont en effet envoyé tous leurs jeunes sur les pistes de ski de fond. Les explications d'Emmanuel Jaude qui s'est rendu sur place ce lundi. Pour les villages de montagne, la décision est tombée bien subitement. Si aujourd'hui les clubs de ski sont donc autorisés à s'entraîner, nombreux sont les domaines skiables à demander des détails sur la mise en œuvre concrète de ce décret au journal officiel. Des questions partagées par tous les acteurs de la saison qui se rencontrent de plus en plus régulièrement afin de s'adapter au jour le jour. N'importe quelle personne achetant une licence, même un skieur débutant, pourrait prétendre à skier. Comment on va l'encadrer? Comment ça va être organisé? Comment les remontées mécaniques vont pouvoir contrôler cette problématique? Comment les remontées mécaniques vont pouvoir mettre en place un modèle économique viable pour faire skier uniquement les licenciés? Toutes des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Donc au Grand Bornand, il a été décidé de ne pas s'affoler, de prendre son temps, de laisser ces annonces qui vont arriver mardi et vendredi. Si les remontées mécaniques ont préféré attendre avant de s'exprimer, le ski club a de son côté préféré très vite adapter ses activités avec un certain pragmatisme. L'ensemble de nos membres de club, que ce soit la section nordique, alpin, snowboard, freestyle, s'est mis au ski de fond. On va encore pratiquer le nordique toute la semaine en attendant de prendre les bonnes décisions avec les bons choix pour ne léser personne, faire que le modèle économique de la station soit viable, que notre clientèle se retrouve dans les choix qui seront faits et de permettre à nos jeunes de préparer leur vie compétitive parce que le but premier de notre ski club, c'est le haut niveau et pour faire du haut niveau, il faut qu'on pratique, mais on ne le fera pas n'importe comment. Tous attendent désormais le retour du Conseil d'État suite au référé déposé par la région concernant la fermeture des remontées mécaniques. Une démarche depuis suivie par 6 régions et 15 départements français. Et on devrait effectivement en savoir plus mercredi dans l'après-midi puisque le Conseil d'État a fixé l'audience ce 9 décembre à 15 h aux côtés de la vingtaine des collectivités signataires, Domaines skiables de France, l'Association des maires de montagne, le syndicat des moniteurs de ski et celui des guides. Comme s'il avait souhaité anticiper, l'État a donc d'ores et déjà publié son décret samedi matin. Au même moment, les professionnels des stations étaient réunis, vous le voyez, à Chambéry. Près d'1 millier de saisonniers, moniteurs, loueurs, restaurateurs élus à défiler du parc du Vernet à la préfecture. Ils demandent toujours la réouverture des remontées pour les vacances de Noël. Nous avons suivi le défilé en direct sur notre page Facebook avec Fanny de Vilaine derrière la caméra. On écoute quelques réactions recueillies à ce moment-là. Très inquiet parce qu'il y a des petits commerces, je pense, qui vont peut-être fermer. Il y a des gens qui ont investi cette année dans toutes les stations, partout dans toutes les montagnes, et qui vont se trouver avec une perte à Noël de 25% du chiffre d'affaires. Pour moi, c'est aberrant. Si on ouvrait les remontées mécaniques, ce serait forcément une activité réduite. Mais c'est quand même de l'activité. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans les conséquences économiques, c'est pas seulement la question des grands opérateurs qui sera traitée plus ou moins bien par les dispositifs d'aide économique, mais l'économie touristique ruisselle partout, j'allais dire, dans beaucoup de métiers et sur tout le territoire. C'est pas normal qu'on nous empêche de travailler. Je veux dire, c'est quand même plus logique d'être à 3 sur une remontée mécanique en extérieur que d'être 500 dans une tram de métro. Ça ne nous empêche pas, on a des protocoles, on les respecte. La restauration a très bien marché cet été, je vois pas pourquoi ça marcherait pas cet hiver. On est des saisonniers, on vit qu'avec ça. Si on ne travaille pas cet hiver, on fait quoi? Le mois de décembre, ça fait quand même partie de les 2 plus grosses semaines de la saison. Je veux dire, autant pour les restaurateurs que pour les employés, on a besoin des semaines de Noël. On impacte tout l'écosystème des montagnes, les moniteurs de ski, les commerçants, la fréquentation. Il y a un poumon économique dans nos territoires, c'est les stations de ski. Là, on est en train de tuer économiquement nos territoires. C'est un vrai scandale.
on est un trophée de la lutte contre le Covid. Alors qu'on avait tous travaillé très dur pour donner les meilleures conditions sanitaires pour ce début d'hiver et pour accueillir les clients. On ne comprend pas et on en a ras-le-bol d'être infantilisés. Nous ne lâcherons pas. Nous voulons des explications, une date d'ouverture. Et plus d'infos et de réactions sur notre page Facebook avec le direct complet. Il pourra rouvrir. Le parc des sports d'Annecy a reçu un avis favorable à sa réouverture de la préfecture de Haute-Savoie. Plus de 1000 licenciés de différents clubs profitent habituellement de l'équipement. Ils ont dû être relogés depuis plusieurs mois. Le parc des sports avait été fermé administrativement au mois de juillet dernier en raison de craintes pour la sécurité des usagers. Les analyses complémentaires ont donc eu lieu et les cabinets d'études ont constaté des dégradations apparentes de faible importance. Rien ne vient donc étayer l'hypothèse d'une structure en défaut, indique la commission. Une veille attentive sera tout de même réalisée au niveau du stade d'honneur, indique la mairie. Des travaux doivent avoir lieu dans les prochaines semaines pour un entretien de base, mais ils n'ont pas de lien avec la capacité du stade à recevoir du public ou encore avec sa solidité. On parle économie maintenant avec mes invités du jour, Agnès Frossard et Muriel Davillers. Vous êtes les coprésidentes du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise d'Annecy, l'une des 118 sections que compte le mouvement en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors la section annécienne de ce mouvement patronel réunit une cinquantaine de membres. Votre mission principale est la mise en réseau des dirigeants locaux. A-t-elle pu se poursuivre cette année ? Alors, comme vous l'avez dit justement, nous sommes une cinquantaine sur la section d'Annecy. En revanche, notre mission principale, c'est surtout la formation. En fait, c'est apprendre aux dirigeants à mieux travailler dans leur entreprise et à leur donner des outils. Et nous avons, malgré les conditions compliquées, continué à perdurer les échanges avec eux, bien sûr. C'était encore plus important, si je peux dire, d'entretenir ce lien dans cette période-là. Vous êtes toutes les deux chefs d'entreprise. Hein. Comment elle a été vécue, cette période, par les dirigeants ? Alors, elle est très compliquée. On ne va pas se mentir. La deuxième vague fait des dégâts. Et d'où l'importance du CJD et de la notion de solidarité. Tout le monde a entendu parler de la solitude du dirigeant. Eh bien, le CJD pallie à ça avec le maintien des contacts entre jeunes dirigeants. Et puis, on continue à avancer en trouvant des idées nouvelles, des outils pour pérenniser nos entreprises. Très concrètement, quelle forme ça peut prendre ? Vous les conseillez. On sait par exemple que les aides débloquées par l'État, ça peut être un petit peu le casse-tête pour les dirigeants pour s'y retrouver. Ou est-ce que c'est vraiment de la solidarité, du lien, plutôt côté moral, si je puis dire ? Alors, en fait, il y a les deux. C'est vrai que le fait d'avoir aussi dans notre réseau de membres des responsables de cabinets d'experts comptables qui ont la bienveillance de nous aider aussi en termes de communication sur les supports. Mais comme vous l'avez dit justement, c'est moralement qu'on a besoin de se sentir entouré et écouté. Ça passe par des commissions qu'on continue à faire pour toujours donner plus d'outils à nos JD pour pouvoir mieux préparer leur avenir. Et puis, ça passe aussi par des actions de solidarité que l'on mène à travers l'échange que nous avons, nous, avec nos membres. On les interroge, on les questionne, on veut savoir comment ils vont. Et s'ils ne vont pas bien, s'ils ont besoin de parler, on a beaucoup d'outils que l'on peut déployer pour les soutenir et pour les aider. C'est possible de se préparer à ça, à affronter cette situation-là qui est inédite pour tout le monde quand on est dirigeant ? Alors, c'est difficile de s'y préparer parce que, effectivement, personne ne l'avait prévu, ni même la deuxième vague de cette façon-là. Donc, on a du mal à anticiper, mais une des forces du CJD, c'est aussi, par l'intermédiaire des formations, de s'adapter. On parle beaucoup d'agilité. Et là, pour le coup, on est en plein dedans. Et là, par contre, le CJD peut apporter des outils et des idées aux dirigeants. Donc la façon de diriger une entreprise, de manager, va changer, va être bouleversée dans les prochains mois ? Alors, très clairement, est-ce qu'elle va être bouleversée ? En tout cas, le modèle économique risque d'évoluer, ça c'est une certitude. Notre regard sur l'avenir va profondément changer. En tout cas, on va faire preuve, comme le disait Muriel à l'instant, d'agilité. Nous essayons tous de nous renouveler, nous essayons tous de pérenniser nos entreprises et nécessairement, il va y avoir des évolutions. Ce ne seront pas,
on va considérer que c'est dans le positif puisque nous sommes tous des gens très entreprenants et surtout très optimistes. Donc, on continue à se battre pour que l'avenir se construise, se reconstruise et soit surtout pérenne pour les entreprises que nous représentons. Justement, est-ce que vous avez encore des gens qui ont envie d'entreprendre en ce moment, des jeunes adhérents, disons? Oui, plus que jamais en fait. Paradoxalement, la situation actuelle donne plutôt des idées je ne sais pas si c'est de liberté ou en tout cas d'entrepreneuriat. Et cette année, on a fait une grande augmentation du nombre d'adhérents et on a pas mal. La crise actuelle donne des idées à pas mal de dirigeants. C'est aussi pour ça qu'on s'exprime ce soir. Voilà, c'est bienvenue si vous vous sentez seul et que vous avez des idées d'entrepreneuriat. C'est vrai que le CJD apporte beaucoup aux dirigeants. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Et donc, très rapidement, en un mot, comment on fait si on veut vous rejoindre? Eh bien, on nous contacte. Merci d'abord pour votre invitation. C'est important pour des associations comme la nôtre d'avoir mise en lumière, puisqu'on essaye vraiment d'être bénéfique pour le dirigeant. Et pour nous contacter, il faut aller sur le site du CJD. Il y a plusieurs plateformes, notamment celle qui concerne Annecy. Et vous nous écrivez et on vous recontacte. La personne responsable du recrutement chez nous, Ariane, aura le plaisir de vous recontacter pour avoir un premier échange et que nous croisions nos valeurs. Et ensuite, on se rencontre et on démarre une belle collaboration d'échange. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est une information de nos confrères du Dauphiné Libéré, déjà annulée en 2020. Le Monjou Festival n'aura pas lieu à Thonon au mois de juillet 2021. L'incertitude est trop grande et le risque financier trop important, indiquent les organisateurs. Face à l'épidémie de la Covid-19, aérer est devenu un geste barrière fortement conseillé contre le virus, comme le port du masque ou encore le lavage des mains. Dans le même esprit, la région a décidé d'investir pour doter les établissements scolaires de purificateurs d'air. L'objectif, diminuer l'éventuelle charge virale du Covid dans l'air. La première machine a été distribuée au lycée hôtelier de Thonon vendredi. Lorena Bordiec y était. En plus de l'aération de la pièce et du respect des gestes barrières, ce purificateur d'air devrait être une assurance supplémentaire pour limiter la transmission du virus dans les lieux publics. Il vient tout juste d'être installé dans cette cantine scolaire de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Ces purificateurs d'air représentent une action supplémentaire dans la lutte contre le coronavirus au sein des établissements et des espaces sociaux, peut-on dire. Un instrument pratique pour les espaces de rencontre comme les conseils de classe et les moments à table. Quand on est dans un restaurant comme aujourd'hui, que les gens tombent le masque, le simple fait de parler, vous allez émettre des aérosols de salive qui sont des micro-gouttelettes très fines qui vont rester en suspension dans l'air. Et le principe de nos appareils, c'est de capter ces aérosols en temps réel, de faire en sorte qu'ils ne s'accumulent pas et de manière à casser les chaînes de transmission. L'appareil utilise une technologie complexe qui permet de filtrer l'air. Un purificateur d'air en fait, va capter l'air par des ouïes en avant de machine. L'air va passer à travers un bloc de filtre dans cette machine, qui est lourd, puisqu'un bloc de filtre c'est 1,6 kg sur la petite machine. Donc c'est des filtres très denses, de façon à être très efficace. Et l'air va ressortir à l'arrière de la machine, traité, donc avec aussi bien dépollué, s'il y a des polluants... par exemple du gel hydroalcoolique, ça a pollué. L'objectif, c'est de diminuer la charge virale dans la pièce, dans l'air de la pièce. Cette machine, la voici. Elle coûte 3 000 € pour le grand modèle et plus de 2 000 pour le petit modèle. La région a distribué un catalogue à toutes les écoles de la région afin qu'elles fassent leurs commandes. Nous sommes dans la phase purification de l'air, puisque les scientifiques, il y a quelques semaines, plus d'un mois maintenant, ont clairement appuyé sur le fait de l'importance de purifier l'air pour limiter les risques de la pandémie. Un budget de 10 millions d'euros a été débloqué pour le projet. Cela représente 20 000 € par établissement. La fin du stationnement gratuit en surface mise en place dans le cadre du deuxième confinement à Aix-les-Bains. Il sera de nouveau payant à compter du lundi 14 décembre. La ville d'Annecy avait également remis en payant son stationnement en surface depuis quelques jours. Par contre, les bus sont, eux, gratuits tous les week-ends de décembre pour faciliter les courses de Noël en centre-ville. Un mot de sport. En foot, le FC Annecy a enchaîné un troisième match sans victoire ce vendredi contre le Red Star de Saint-Ouen, 2-1. Les Hauts-Savoyards avaient pourtant ouvert le score après 20 minutes de jeu
2 par Romain Spano sur cette belle tête décroisée. Les Franciliens vont égaliser un quart d'heure plus tard sur un coup franc de Jimmy Roy. Le Fessé va finalement craquer en deuxième période avec un deuxième but marqué par Damien Durand qui fait suite à une succession d'erreurs techniques. Après cette 6e défaite de la saison, les Rouges sont 18e et dernier du classement de National. Ils auraient pu tenter de repartir de l'avant dès ce mardi avec la réception de Concarneau, mais le match est reporté en raison des conditions météo. Place à la musique pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne samedi soir. Kerry James était à Annecy sur la scène de Bonlieu Scène Nationale pour un concert acoustique en ligne, sans public, mais très suivi notamment sur les réseaux. Il aurait dû être sur la grande scène du théâtre, en fait, initialement, pour sa tournée Le Mélancolique Tour. L'artiste présent depuis 25 ans sur la scène du rap français est très engagé, notamment auprès de la jeunesse en banlieue. Ce s'est très écouté. J'ai pu le rencontrer à l'issue du concert. On écoute un extrait. Est-ce que les mots suffisent ? Non, les mots ne suffisent pas, mais attention, les mots sont des actes. Les gens ont tendance à séparer les mots des actions. Mais je considère, moi, qu'un mot est une action. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à écrire des choses, à faire de la musique. C'est parce que je considère que ma parole va avoir un impact. Sinon, je le ferai pas. Je ferai autre chose. Donc les mots, on en a besoin. Mais ils ne suffisent pas à eux seuls. Voilà. Depuis mon premier album solo, 2001, je suis conscient en fait que prendre la parole, c'est un acte libre et en même temps c'est un acte qui implique de la responsabilité. Et donc je suis conscient que les gens m'écoutent et je me suis fait le défi d'essayer d'être en tout cas le moins nuisible possible aux gens et je crois que les gens le ressentent, quoi. Une interview et un concert à retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Je vous propose de nous quitter justement sur la puissance des mots de Kerry James avec le morceau Banlieusard. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. À 19h, on se retrouve sur le plateau pour une émission spéciale consacrée à l'Observatoire départemental de Haute-Savoie. Une photographie complète du département avec ses forces, ses faiblesses et ses défis, notamment à l'heure du Covid. Passez une très belle soirée. À demain. Parce qu'on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts, et nos sœurs sont belles, immenses, et le courage qu'elles portent en elles. Il n'y a pas de faibles ici, que des femmes et des hommes forts qui portent le glaive ici. Banlieusard est fier de l'être, tu le sais. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous le devais, même si je l'ai écrit le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution.